Alors, je pense qu'il va y avoir des questions. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers maquette nationale Oui. et 1 tiers local. Est-ce que ça n'a pas donc le but que tu fais en Université de Lorraine, c'est pas forcément le même, enfin c'est pas forcément le même que dans une université. Est-ce que ça va pas créer justement des filières à moindre coût, à savoir que bah, le but dans telle université est de meilleure réputation que celui de telle IUT, pardon, et de meilleure qualité que celui d'un autre IUT. Une espèce de nivellement de diplômes. Oui. Merci pour ce compte rendu, cette intervention. Alors, une question juste bête un peu, j'ai pas compris, là vous parliez des ECTS. J'ai pas compris à quoi ils servaient vu qu'il n'y a plus de moyenne. Donc est-ce que c'est juste pour le rapport à l'international ou pas? D'accord, c'est juste ça, ok. Et alors plus généralement sur l'évaluation, comment ça se passe pour l'évaluation d'une ressource par rapport à cet e-portfolio de compétences? Qu'est-ce qui rentre dans la note? Comment vous arrivez à articuler les deux? Enfin, ou comment vous essayez tant bien que mal de faire à cette sauce-là? Merci. Merci. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée là depuis le début de cette réforme. C'est comment le LabSet, qui est un laboratoire censé être spécialisé dans la pédagogie, peut mettre en place, peut participer à la mise en place d'une réforme dans laquelle les enseignants sont aussi peu sollicités pour construire leur référentiel. Il me semblait que dans la pédagogie, ce qui était important, c'est de faire réussir les étudiants. Et d'ailleurs, on nous vend l'approche par compétences en disant que ça va donner du sens à leurs études et que du coup, ils vont mieux réussir. Mais comment on peut donner du sens aux études des étudiants quand ces mêmes études n'ont aucun sens pour les enseignants? Et comment un laboratoire... Est-ce que vous avez eu des contacts, vous, avec ce laboratoire? Merci pour l'exposé. Moi, j'ai une question bref sur juste une information. Qu'est-ce qu'il devient le nombre d'heures étudiants? Parce que là, il reste 3 ans, c'est-à-dire 1 an de plus. Que se passe-t-il? Merci. Oui, ma question, c'est est-ce qu'on ne doit pas questionner le sérieux, le soi-disant sérieux du LabSet? J'ai essayé de lire leur livre, j'ai trouvé ça illisible. J'ai pas vu de place accordée à la notion d'esprit critique, donc pourtant c'est quelque chose d'important dans l'enseignement. C'est basé sur l'hypothèse que tout le monde va être d'accord quand on lit le livre, qu'on parle d'équipe motivée, etc. Mais si l'équipe n'est pas motivée, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas vu de notion d'étude. C'est pas basé sur des études, c'est plus sur des croyances un peu technocratiques. Et il y avait encore une autre chose qui m'avait profondément choqué. Oui, c'est le titre du livre, c'est un pari gagnant. Donc c'est un argument publicitaire. Comment ils savent? C'est pas très scientifique, un pari gagnant. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous prouver que c'est la bonne idée, mais on vous promet que probablement vous allez gagner. D'abord, on ne sait pas ce qu'on va gagner, etc. Donc, je pense qu'il y a un véritable manque de sérieux. Alors, dernière remarque aussi, la compétence est un savoir-agir complexe. Alors moi, le savoir-agir complexe sans la pensée complexe, parce qu'il n'y a pas de pensée complexe dans le livre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je pense que c'est des gens, plus le conflit d'intérêts entre être consultant, un consultant, ce n'est pas objectif, un consultant, ça fait plaisir au client, un consultant, ça on le voit avec McKinsey en ce moment, hein, c'est quelqu'un qui va produire un discours pour le compte du client. Donc il y a un conflit total entre un statut de scientifique et un statut de consultant, enfin, de mon point de vue. Voilà, donc je pose la question du sérieux de ces gens-là. D'autant plus que on a eu le droit à la visite d'un membre alors je ne sais plus si c'était l'ABSET ou un équivalent, mais c'était aussi l'Institut de la Belgique francophone, c'était toujours sur le discours des compétences, et il s'appelait Milgram, c'est pas le Milgram qu'on connaît, mais c'est voilà. J'avais vu ses interventions ailleurs sur YouTube ou sur des PowerPoint, etc. Il y avait un manque de sérieux total. Alors, je ne sais pas si c'était exactement le même labo, mais c'était la même démarche pour nous vendre. Et c'était présenté à l'IUT, on nous disait que c'était quelqu'un de très bien, etc.
Voilà, donc je pense je suis étonné que cette question ne soit pas soulevée, parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut laisser des gens qui ont un statut d'enseignant, d'universitaire, je veux dire, manquer de sérieux? Ça fait des dégâts. Oui, puis après, on fera peut-être une première série de réponses. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de lisibilité, mais peut-être qu'on peut placer carrément sur le contexte mondial, où nos amis belges qui sont venus interférer avec le LabSet sur les programmes sur la formule IUT, eux-mêmes ont été inspirés par le Québec, qui sont en avance sur tout ce qui est la formation, les sciences de l'éducation. Il y a des organismes aussi internationaux qui sont intervenus et sur lesquels on essaie de se calquer, l'Organisation internationale du travail, l'OCDE, etc. Et il y a aussi une promotion du travail gratuit qui est développée, parce que dans la répartition des heures, selon les SAE, est-ce que c'est en CM, en TD, etc., c'est à la discrétion locale, en fait. Donc les collègues gourmands vont dire ma ressource ou mon SAE dont je suis coordinateur, c'est plutôt à être payé 1h30 pour une heure de cours en CM et pas une heure équivalent TD en fait. Voilà. Et le travail gratuit concrètement, j'ai discuté avec la secrétaire générale de la DUT au moment où il y avait la publication du poste de IEL, de DUT en ligne en fait. C'est un travail vraiment à temps plein a priori. J'ai dit mais vous mettez une décharge d'un demi-service pour un poste qui va être à temps plein. Donc la personne, c'est forcément un enseignant-chercheur débutant qui va sacrifier son travail en laboratoire. Un enseignant qui serait à 384 heures, il ne peut pas le faire. Donc elle était plutôt d'accord avec ça, c'est complètement informel. La deuxième chose aussi, c'est on a des ressources, on nous rassurait en disant mais il va y avoir justement avec IUT en ligne des ressources pour pouvoir se référer avec un espace numérique, mais dans lequel, si on regarde au bout de pratiquement 1 an de mise en place du bachelor, c'est vide. À part en GMP, en GE2I, etc., il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de cours construits, parce que ça n'est pas rétribué. Donc le travail de préparation des ressources, le constat d'IUT en ligne, ce qui existait déjà, on l'a regroupé, on a été rémunéré, on a eu un contrat d'usage avec la DUT pour faire ça. Par contre, la production de contenu, c'était le volontariat en fait, et le bénévolat. Donc l'aspect international, dans quel cadre ça se situe, sur quel modèle, et puis la promotion du travail gratuit. C'était plutôt pour un élément de témoignage, un truc que j'ai pas vu dans l'enquête, c'est le lien enseignement-recherche. Quand on a la question d'un quelqu'un qu'on va recruter sur un poste d'enseignant-chercheur, ça arrive encore, de temps en temps, pas trop souvent. Il pose la question, ou elle pose la question, et alors on peut faire de la recherche en étant en IUT, surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas passé en IUT par son parcours avant, et on sait qu'il y a des difficultés, souvent géographiques, le fait d'avoir difficilement accès à des étudiants de master, etc. Et là, cette approche par compétences où tout comme vous l'avez dit, tout le contenu disciplinaire disparaît, enfin est mis au service de la compétence à visée purement professionnelle. Ça fait partir un des derniers trucs qui permettait encore de faire le lien entre enseignement et recherche. Et moi, je le vis vraiment comme un empêchement, enfin une interdiction de faire le travail pour lequel j'ai été recruté. C'est une forme de brimade. Et je pense que c'est un élément de revendication qu'il faut pas oublier et qu'il faut pas négliger. Pour les enseignants-chercheurs, on est enseignant-chercheur, même en IUT. Merci. Il y a encore 3-4 questions, mais on va faire une première série de réponses. Oui, non, peut-être, oui, parce Voilà. que là, ça va être compliqué après.
Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que c'est un vrai souci, hein, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, effectivement. Alors, on n'a pas tout embrassé dans l'enquête. Si vous avez vu, il y a un taux de déperdition aussi. Voilà, en fonction de l'avancée, il y avait une 60aine de questions. C'est déjà important pour les collègues. Et on part de 980 réponses sur les premières et on arrive à moins de 700 sur les dernières. Donc, bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est une question qui est une question importante, mais le vocabulaire le dit, et ça c'est le vocabulaire du Lab 7 le dit, hein, quand un enseignement c'est une ressource et que le reste c'est la SAE, qu'on nous dit il faut d'abord faire la SAE et puis ensuite en fonction de la SAE, donc des projets que vous mettez en place, des situations, vous regardez de quoi vous avez besoin pour mettre en place cette situation professionnelle. Oui, ça interroge quand on est dans le supérieur, mais même ailleurs, de se dire l'enseignement, la théorie, tout ça, finalement, à quoi ça sert ? Ça sert juste à alimenter des réalisations techniques et professionnelles. Bon. Donc je comprends que pour des enseignants-chercheurs, ça peut être parfois aussi compliqué de se dire qu'on rentre dans ce monde-là. Sur le Lab 7, je crois que le Lab 7, c'est un vrai scandale. Hein. Enfin, c'est un scandale. Alors, je le disais à midi à quelques collègues qui ont mangé, mais en fait, on l'a un peu évoqué. Enfin, il y avait l'approche GE2I. En gros, l'histoire, c'est celle-là. Hein. Il y avait l'approche GE2I qui est quand le DUT 180, on l'appelait comme ça à l'époque, est apparu. Approche par compétence, GE2I est arrivé avec son modèle, a voulu le diffuser. Ça n'a pas plu au chef des chefs de la DUT qui connaissait l'approche du Lab 7 et qui l'a imposé comme ça. C'est-à-dire le Lab 7, c'était l'outil qui permettait de contrer GE2I. On peut le dire aussi comme l'histoire, c'est aussi celle-là, quoi. Hein. C'est pas. C'était Pierre, je ne sais pas s'il est encore là, ou qui me demandait, ou je ne sais plus si c'était toi ou Angélique qui me demandait, mais est-ce qu'il y a eu un appel d'offres ? Non, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est comme ça que ça se passe. C'est imposé, et c'est un vrai scandale parce que, comme tu le disais, ils ont fait un boulot de consulting. Mais moi, j'étais PACD donc, pendant un bon moment. Je les ai reçus dans mon ACD Infocom. Ils nous disent, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Nous, on a notre modèle. Vous le prenez, c'est à vous de le faire vivre. Faites-le vivre comme vous voulez. Nous, enfin, je veux dire, c'est facile. Et je ne dirai pas ici combien ils ont été payés, mais c'est en milliers d'euros. Hein. Le chiffre que j'ai, on est filmé là, hein, le chiffre que j'ai en tête, c'est 200 000 euros. Je ne sais, voilà, mais c'est le chiffre que j'ai en tête. Voilà, c'est le chiffre que j'ai entendu à un moment donné. Je veux dire, on peut bosser comme ça pour 200 000 euros, à venir dire, voilà, je vous donne mon modèle, faites-le vivre comme vous voulez. Hein, moi, je suis juste là pour conseiller. Hein, vous faites comme ci, vous faites comme ça, c'est pas moi. L'adulte vous dit de faire ça, mais moi, je suis pas d'accord. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Ils nous ont dit, mais qu'on vous impose de ne pas faire, par exemple, les parcours mixtes dont on parlait. Mais si vous pouviez mixer, nous, on serait favorable au fait que vous puissiez mixer les parcours de type 1, 2 ou 3. C'est l'adulte qui veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé le Lab 7. Hein. Et effectivement, le bouquin, il m'est tombé des mains aussi quelques fois quand je l'ai lu, mais il convoque, là je vais peut-être être méchant, mais je trouve qu'il convoque des notions théoriques, notamment celle de traces dont je parlais tout à l'heure, sans avoir, je pense, compris épistémologiquement ce que ça veut dire, ce qu'ils écrivent. C'est un scandale. Enfin, moi, je suis révulsé, je suis très en colère après le PIT. Je vois que ça s'entend depuis. Mais effectivement, c'est un scandale, ce Lab 7. Hein, c'est un scandale. Pour répondre sur d'autres questions moins, j'allais dire polémiques, plus pratico-tech, enfin, sur les ECTS, quelqu'un qui posait la question. En fait, les ECTS, c'est réglementaire. Chaque année de licence doit, si l'étudiant fait le job et a les notes, les résultats qui vont bien, c'est 60 ECTS par année. Donc, il y a obligation de faire le lien entre les unités d'enseignement et les ECTS. Chaque unité d'enseignement, mais c'est vrai pour tous les diplômes, hein, toutes les licences, doit donner un certain nombre de CTS. Ça, c'est pas cadré au niveau national pour le BUT. Donc, c'est chaque IUT qui va dire pour chacun de ces BUT, donc les spécialités, telle compétence, ça vous donnera tant de CTS la première année, tant de CTS la deuxième, etc. Sur l'évaluation d'une ressource par rapport au portfolio. En fait, une ressource va être évaluée pour elle-même. Donc, je sais pas, une ressource n'importe, peu importe, une ressource, il y aura plusieurs évaluations parce qu'on est en contrôle continu intégral dans les IUT.
Donc il y aura plusieurs notes, ça fera une note pour cette ressource. Et ensuite, cette note de ressource ira contribuer à la moyenne de une ou plusieurs UE selon comment ont été mises les croix dans le tableau multicolore là, avec des coefficients qui peuvent être les mêmes pour chacune des UE ou différents selon le choix des équipes pédagogiques, si on a envie de se casser la tête à mettre, enfin bon, voilà, selon les croix, toujours pareil. Et à côté de ça, il y a le portfolio qui lui-même est évalué et va contribuer à la note du pôle SAE. Donc il y a 2 pôles, les ressources, où c'est toutes les matières, et les SAE qui sont dans lequel on va retrouver le stage, le portfolio, et puis après tout ce qui peut être projet, tout ce qu'on peut imaginer. Les SAE peuvent prendre des formes très diverses et variées selon les spécialités et selon les endroits. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait déjà, je ne sais plus qui c'est qui posait la question, une diversité territoriale dans une même spécialité. On ne faisait pas toujours la même chose, hein, soyons clairs. Bah là, ça ne va pas changer, quoi. Ça va soit rester pareil, parce que de toute façon, les équipements ne vont pas changer du jour au lendemain non plus, donc on va continuer à faire avec ce qu'on a. Hein. Soit, donc on va faire à peu près la même chose, enfin, du moins dans mon département, c'est ce qu'on... la voie vers laquelle on s'oriente, c'est aussi une voie d'évitement, mais parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose, et puis qu'on veut faire quelque chose qui ait du sens pour nous et pour les étudiants. Donc on va, dans le cadre qui ne nous va pas, on va essayer de faire quelque chose qui nous va. Et donc oui, ça peut amener à plus de diversité encore. Après, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur cette compétition, mise en compétition entre les formations qui existent déjà. Hein. Donc je ne pense pas que ça aille en diminuant cet effet-là. Voilà. Mais sur l'adaptation locale, et puis peut-être, il faudra peut-être qu'on tourne aussi parce qu'Angélique a son tour. Mais sur cette histoire d'adaptation locale, il faut bien comprendre que l'adaptation locale, c'est la main donnée aux établissements pour... Enfin, on passe d'un diplôme qui était cadré et évalué par une instance nationale, CCN et CPN, à quelque chose qui passe au niveau de l'établissement. Et le tiers d'adaptation locale, il sert à ça aussi, à donner la main aux établissements. Et il a un cadre national pour 2 tiers. Voilà. Voilà. Pour les heures étudiants, je ne sais plus qui c'est qui posait la question, c'est 1800 heures encadrées pour les tertiaires plus 600 heures de projet et 2000 heures plus 600 pour les spécialités secondaires. Parce qu'il y a 2 types de spécialités en IUT. Je sais pas si la formule d'avant, c'était 1008 pour... En gros, avant les tertiaires, ils avaient 2000 heures. Si on dit qu'avant, c'était DUT plus licence pro, hein, on passe de 2000 heures et 450 heures de projet à 1800 et 600 heures de projet. Donc, et pour les secondaires, on va avoir quelque chose d'un peu similaire. On va passer de 2200 heures, je crois, de mémoire, même un peu plus à 2000. Et c'est pareil, on passe de 450 heures de projet à 600 heures de projet. C'est-à-dire le principe, c'est moins d'enseignement, plus de travail, projet pour les étudiants. Voilà. Après, il y avait une question sur le travail gratuit, juste pour dire que effectivement, c'est une tendance générale et que l'outil au Rébut dont a parlé Nicolas, c'est un collègue MMI, je crois, oui. qui l'a développé gratuitement. Les réunions en ACD, tous ces trucs-là, c'est tout gratuit. Voilà, donc on fait que du très gratuit. On est dévoué. Donc j'enchaîne sur un second tour de questions. Donc, ouais, tu disais, Nicolas, tu es très en colère. Ouais, je crois qu'on a... moi, personnellement, j'ai dépassé le stade de la colère. Il y a tellement de choses en même temps que, bon... Et je reviens sur quelques détails techniques. Après, sur le truc général, moi, le sentiment que j'ai, moi, je suis dans un petit département STID, hein, donc c'est pas une filière où il y a assez peu de... Enfin, c'est une petite filière. Et nous, ça s'est fait dans un bon esprit. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu les ailés du but, c'est-à-dire il y a des filières où vraiment ils ont voulu tout révolutionner, se faire bien voir du ministère, etc. Et puis il y a les petits poussés qui ont laissé les gens parler, faire leur grand tableau, leur truc. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Avant on avait 3 UE, on a donné un nom au-dessus, compétences, qui a transformé nos 3 UE, hein, et on a laissé... Parce qu'on a connu X réformes déjà, donc les réformes, on connaît un peu, et ça ne nous stresse même plus. Et, sauf que là, c'est une grosse réforme qui nous stresse quand même, hein, je ne dis pas. Mais on s'est simplifié un petit peu la vie, et on a réfléchi bien sûr à ces SAE, où on a mis nos anciens projets, comment on allait le faire, etc. Ce portfolio qui nous ennuie un petit peu.
Mais en gros, on ne s'est pas trop embêté. Puis là, on attendait d'avoir le PN définitif pour vraiment voir les fiches. Et on a tout fait ça entre nous en faisant remonter. On n'a eu que deux choses qui ont été retoquées. C'était effectivement... Enfin, la chose principale, c'est qu'on avait fait une SAE à cheval entre deux compétences, comme on faisait avant, stat et info. Non, mais ça, c'était pas bien. Donc ça, c'est le seul truc que le ministère ou le truc là, ils ont dit non, il faut... Donc en fait... Entre nous, on a dit, on fera une adaptation locale. Puisque l'adaptation locale, dès qu'il y a un truc... Et il y a un point, par exemple, il y a une SAE avec 0 heure. Donc j'ai dit quand même, SAE à 0 heure, il faut quand même donner les sujets, il faut les évaluer, etc. C'est quoi? Là, c'est vraiment du travail gratuit, quoi, une SAE à 0 heure. Il dit, adaptation locale, tu fais ce que tu veux, tu mettras... Où il y a une SAE qui est impossible à faire. Il dit, tu mettras des CM dedans, ou tu mettras ce que tu veux, adaptation locale. Bon. Donc je pense qu'il y a quand même deux cas de figure, les très zélés, et puis ceux qui ont un peu fait le contournement, l'évitement. Après, un peu moi qui m'a inquiété au départ, qui continue à m'inquiéter beaucoup, cette histoire de grade qui n'est pas un titre de licence, c'est-à-dire bachelor, qui a remplacé la licence, et quid du droit à poursuite d'études. Et un autre point qui est impossible, c'est l'histoire des moyennes à ne pas faire. Comment on fait des jurys si on ne fait pas les moyennes, en fait? Comment les écoles d'ingénieurs, puisque nous on a pas mal de poursuites dans l'école d'ingénieurs ou dans des licences générales, comment elles vont recruter s'il n'y a pas de moyenne? Donc nos mathématiciens, ils ont mis en œuvre un modèle avec deux composantes, je sais pas quoi, où il n'y a pas de moyenne, mais ça revient à peu près au même. Mais pour moi, ça pose quand même un problème. Et dernier point, tu as dit les parcours ont remplacé les LP. Non, il peut y avoir des LP suspendus, si j'ai bien compris. Donc toutes les LP ne sont pas intégrées dans les parcours, ou bien ça a changé. Voilà. Merci. Ouais, merci aussi pour l'exposé. Je voudrais revenir sur les questions de statut aussi des personnels. En version témoignage aussi, je suis en GMP à Orléans, on est plusieurs à Orléans et voilà. On est dans une université qui a eu beaucoup de postes gelés, comme ça arrivait à plein d'endroits. Et les SAE, ce que ça fait chez nous aussi, c'est que donc les SAE, ça correspond à ce que Franck, il me semble dans ce que j'en ai compris, pas de ce que disait Franck tout à l'heure, mais de ce que j'ai compris des SAE. C'est des co-interventions, puisqu'on intervient à plusieurs matières, et ces choses-là, plusieurs ressources, et ces séances-là, on ne peut pas les donner à des contractuels ou à des vacataires qui ne sont pas là assez souvent pour pouvoir... on ne peut pas exiger de personnes qui sont là ponctuellement de faire toute la coordination qu'exigent des co-interventions. Et du coup, ça fait aussi que les ressources, les statutaires, les maîtres de conf, les collègues qui sont là sur place à plein temps, ou parfois à cheval sur plusieurs départements, mais bon, mettons, qui sont sur place, on se retrouve à faire des grosses parts de service dans ces co-interventions, et donc à laisser encore plus les petites parties de ressources, les petites parties de savoir, vous savez, les trucs qu'on essaye de garder là, de les refiler, eux, à des vacataires qui, eux, peuvent assurer ces trucs-là, parce qu'on n'aura jamais le temps de faire toutes ces SAE, j'allais dire un gros mot. Et ça, c'est aussi quelque chose... je pense que cette réforme, en tout cas, telle que moi je la vis dans mon département et dans ma ressource, en tout cas, pour moi, ça repose aussi sur... il y a un lien très, très fort avec la précarisation qu'on a pu avoir des collègues qui interviennent. Et c'est... il me semble que c'est gravissime aussi et que ça serait dommage de ne pas voir ça. Et ça va... c'est une démotivation sans doute pour le départ aussi. Et je voudrais juste, sur cette histoire de statut et de ce que ça fait d'être... ce que peut faire l'approche par compétence. Je ne sais pas si vous avez eu cette chance. Normalement, en tant que syndicaliste, vous êtes tous régulièrement jury de bac. Du côté des maîtres de conf. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière d'être jury de BTS. Je ne sais pas si vous avez eu cette chance. C'est génial. Et on est encore plus inutile que jury de bac parce qu'on ne préside pas le jury. C'est l'inspecteur d'académie qui préside ça. Et donc, je me suis retrouvée là-bas, j'y suis allée. Parce que, voilà. Et eux, ça faisait longtemps, je ne sais plus quel BTS c'était, mais bon, ça faisait longtemps qu'ils étaient en approche par compétence. Et donc, je suis allée à une réunion où le président de la réunion disait
Là, c'est pour les rattrapages, il faut faire une banque de sujets. Et donc, au BTS, ils avaient de mémoire, hein, je ne prenais pas ça pour argent comptant, ils avaient 2 grandes familles d'épreuves. Ils avaient les métiers et les transverses. Globalement, ça ne s'appelait peut-être pas comme ça. Donc, il y avait 2 banques de sujets. Et puis, il fallait faire les sujets et puis les corriger. Et puis, après, n'importe qui faisait passer n'importe quoi. Et donc, je me souviens d'avoir une prof de dessin qui dit « Ah ouais, mais moi, donc, comme je suis dans le pôle des machins trucs, ah ouais, je peux être jury pour l'anglais, l'oral d'anglais, ok ?» Et le prof de maths... Et donc, il y avait... Parce qu'on a parlé au café quand même, puisque moi, j'avais vraiment rien à foutre dans cette pièce. Je ne savais pas ce que j'avais à y faire. Et il y avait une souffrance des collègues qui perdaient, en lien avec cette approche par compétences, qui perdaient toute reconnaissance de leur formation et de leur spécialité, qui devenait dramatique. Donc, je ne sais pas si Franck, ils ont dû vivre ça, quand on entend un petit peu raconter qu'il a commencé dans une discipline, puis que finalement, il ne le fait pas du tout parce qu'il n'est pas... Enfin bon, bref. Cette partie-là, va falloir l'anticiper aussi. Oui. Je voulais poser une question, mais aussi réagir à ce qui a été dit sur les ajustements locaux et la façon dont, face à cette réforme, chacun partout, chacun et chacune a réussi en équipe à trouver des ajustements pour que ça ne se passe pas trop mal et à trouver des contournements, etc. Et je fais le lien avec la présentation qu'il y aura juste après, parce qu'en INSPE, ça fait des années, en IUFM, SP, INSPE, et je ne sais pas comment ça s'appellera bientôt, mais ça ne devrait pas garder le même nom trop longtemps. On est habitué à ça, ces changements permanents, et avec des gens de très très bonne volonté qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de former le moins mal possible des futurs enseignants. Et en fait, on passe beaucoup de temps à ajuster localement des choses complètement aberrantes et stupides qui viennent d'en haut, qui ressemblent beaucoup à ce que vous nous avez présenté. Et je me dis qu'à un moment, on va craquer. Des fois, on est trop gentil, on aime trop notre métier, on aime trop nos étudiants. Mais, non, on les aime pas trop, mais on s'occupe trop d'eux et on laisse presque... on fait marcher des choses qui ne fonctionnent pas. Et ce qui remonte, c'est que ça ne fonctionne pas si mal, puisque nous, on règle tous les problèmes en bas. Donc je trouve que ça pose une question. On est tous liés au SNESUP ici, et ça pose des questions de quelle action syndicale aussi pour dire qu'il y en a marre. Et aussi cet aspect très, très administratif, parce que finalement, ce n'est pas pédagogique, cette réforme, c'est administratif. Hein. Quand on voit le nombre de tableaux à cocher, de trucs à remplir, ça fait penser à tout ce qu'on nous raconte sur le reporting. Aussi, on a les mêmes phénomènes dans la recherche, où on passe autant de temps à certifier qu'on a bien fait le bon nombre d'heures de réunions hebdomadaires qui étaient prévues dans le projet. Qu'à faire de la recherche. Tout ça relève du même mouvement. Je me demandais ce que quand même les professionnels avec qui vous intervenez en IUT, qui sont les gens qui vous prennent des étudiants en stage, qui recrutent vos étudiants, etc., qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils perçoivent ça, parce que ça ressemble quand même à une espèce de caricature de millefeuille administratif. Et il y a ce que réclament en haut des organisations patronales, etc. Mais il y a quand même des gens de terrain qui travaillent avec vous. Et comment ils perçoivent cette réforme hallucinante ? Nathalie, et après les réponses. Oui, alors je voudrais revenir sur le Lab 7 pour vous informer, ceux qui sont dans les licences générales, que c'est le modèle qui est en train de tourner autour, dans les différentes universités. Et par exemple, moi je suis du Nord, et à l'université d'Artois, ils sont en train de réfléchir donc à transformer carrément leur licence générale en approche par compétences, et donc la référence c'est le Lab 7. Donc ça pose quand même d'énormes problèmes. Donc en fait, on a accès uniquement à un seul modèle, alors qu'on sait très bien que l'approche par compétences, il peut y avoir différentes manières de la développer. Et ces personnes qui sont dans ce laboratoire, en fait, la façon de faire, c'est en fait d'opposer l'enseignement traditionnel en considérant que, par exemple, en cours magistral, l'étudiant est inactif, alors que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas parce que l'étudiant n'a pas une activité visible qu'il est inactif.
Moi, je fais de la recherche là-dedans sur le cours magistral. Et pour opposer ça à des pédagogies nouvelles, qui ne sont pas si nouvelles que ça, on en a déjà parlé ce matin, où là, il faut absolument, pour qu'il y ait un apprentissage, que l'étudiant soit actif. Et d'où une corrélation qui est entre compétences et méthodes pédagogiques. Et les SAE, qui sont des démarches de projet, en sont un exemple. Et puis, en plus, il y a le numérique qui arrive encore dessus. Alors, moi, je travaille avec des collègues belges en didactique. Et puis, je leur ai posé la question, alors, et dans les universités belges, comment ça se passe ? Ils n'ont pas d'approche par compétences. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas creusé plus l'histoire, mais voilà, ça donne un signe. Et je voudrais également parler du Canada, puisque tout à l'heure, on disait que effectivement, c'est des méthodes qui sont issues du Canada, mais il faut savoir qu'il y a différents courants de pensée et que c'est un seul courant de pensée qui a pris le dessus par rapport au reste. Et on a même donc des chercheurs, donc je vais citer Craé et Boutin, qui au départ étaient très favorables à l'approche par compétences telle qu'ils l'ont développée dans les cégeps au Canada, et qui ont eu un recul critique, parce qu'eux, ils ont mis ça en place il y a plus de 20 ans, et qui ont eu un recul critique justement par l'approche par compétences, et qui ont fait évoluer les choses de telle façon à ce qu'il n'y ait pas une perte de savoir. Parce que ce qu'ils ont constaté en mettant en place cette approche par compétences que l'on retrouve ici en IUT, c'est vraiment que tous les savoirs qui ne sont pas utiles pour acquérir telle ou telle compétence, ils avaient disparu. Donc, c'était trop opérationnel. Et de faire finalement de l'applicatif sans vraiment maîtriser le sens des savoirs. Et c'est la même chose aux États-Unis. Et donc, vous avez dans vos pochettes une liste d'articles. Donc, je vous invite à aller les voir. Ils sont dans la référence. Ça va être enrichi avec les intervenants d'aujourd'hui. Mais voilà, je veux dire, il y a des chercheurs qui ont pris un recul par rapport à l'approche par compétences telle qu'on la voit aujourd'hui dans les IUT et puis la voie professionnelle et puis les INSP. Et concernant les LP suspendus, nous, on a des LP avec 1 an dans les composantes. Moi, je suis à la faculté des sciences et on a des licences professionnelles et on les garde et on les laisse à 1 an. Donc, voilà. Donc ça va encore exister. Oui, mais de toute façon, ça existe, puisque l'arrêté de 2019, c'est celui sur les LP qui peuvent être en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Et quand elles sont en 3 ans dans les IUT, elles s'appellent BUT. Mais pour répondre justement sur ce point-là, effectivement, chaque IUT peut, s'il en a les ressources suffisantes, conserver des licences pro suspendues. Alors la condition qu'avait quand même mis la DIUT pour que les IUT conservent des licences pro en 1 an, c'était qu'on puisse en faire la démonstration qu'elles ne s'inscrivent pas dans les parcours du BUT. Donc, je n'ai pas le droit de faire une licence pro de communication parce que ça me fait plaisir d'en faire une. Je suis en infocom, je ne peux pas faire une licence pro de communication comme ça parce que je veux la maintenir. Il faut que je puisse montrer qu'elle ne s'inscrit pas dans le BUT, que c'est une licence pro de niche. Voilà, très, très spécifique. Et auquel cas, si j'en ai les moyens, je peux continuer d'organiser, tous les IUT peuvent continuer d'organiser des licences pro à côté. Il y a plein d'autres questions, par contre, qui se posent autour des années spéciales, etc. Donc, ce qu'elles deviennent, ça on ne sait pas trop. Alors, je suis d'accord aussi avec toi, Françoise, sur la question, est-ce que ça a été repris ? Il y a les élèves du BUT, puis il y a... Oui, effectivement, il y a les autres. Effectivement, dans beaucoup de départements, on s'arrange de ça. Moi, j'ai même des collègues qui me disent, on s'en fout de cette façon, on continue à faire... Oui, mais qu'est-ce qui reste finalement ? Ce qui reste, c'est quand même les programmes nationaux. C'est ce qui reste. Et c'est pour ça que ça répond aussi à la question que tu posais. Qu'est-ce que syndicalement on peut dire ? C'est que oui, on peut continuer, on peut dire je continue à faire le diplôme que je sais faire, je continue, je m'arrange de ce modèle-là, et puis en fait on fait autrement dans nos équipes. Mais qu'est-ce qui reste ? Ce qui reste, c'est les programmes nationaux. Ce qui reste, c'est que le ministère, le gouvernement, l'ADIUT même, ceux qui veulent peuvent communiquer sur le fait que nous avons mis collectivement en place une approche qui marche, et qui marche d'autant plus que, vous voyez bien, on va les diplômer, les étudiants. Il va y avoir quelque chose, on va pas les laisser en plan. Donc ça marche le BUT. Et
Moi, je sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Et je suis dépourvu. Je suis content d'être plus PACD. Je suis content d'être plus chef de département parce que je suis libéré de cette question-là. Mais c'est une question qui m'a traversé pendant tout le moment, tout le temps. Et ma spécialité Infocom, elle était un peu sur la sellette il y a un an. J'ai eu des coups de fil un peu inquiets en disant ils veulent pas valider Infocom parce que vous résistez trop, vous faites n'importe quoi sur les SAE. Vous faites des modèles génériques en disant c'est les départements qui feront. Enfin, je veux dire, on a eu cette pression-là quand même aussi. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit le BUT. Je veux dire, oui, il y a un an, j'ai écrit le BUT Infocom, la première année. Et j'ai participé, je l'ai fait en sachant que je participais à une connerie monumentale. Et en sachant très bien, et les collègues me disaient, mais oh, ça t'inquiète pas, on fera ce qu'on sait faire quand même. Ouais, mais qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est le BUT. Et moi, ça pose quand même, et je pense qu'effectivement, il faut que syndicalement, on puisse répondre à cette question-là. Et quoi faire? J'en sais rien, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ça me suffit pas de me dire que les collègues feront quand même ce qu'ils ont envie de faire, parce que je me dis que c'est pas ça qui reste à la fin. Oui, non, mais je comprends tout ça. Et sur tu interrogeais sur... Oui, pardon. Ouais, pour rebondir là-dessus, tout le monde sait, il y a les Black PN qui circulent aussi. Voilà. Il y a plein de spécialités qui ont fait leur PNAE pour... Après, sur les co-interventions, pour revenir sur... Je pense que... Bon, ça va être long, mais c'est des choses qu'il faut travailler peut-être en local. On n'est pas obligé de faire des co-interventions pour les SAE, finalement. On peut les concevoir... Enfin, ça dépend comment elles sont conçues, quoi. Ça, c'est peut-être justement des sujets sur lesquels les équipes pédagogiques peuvent avoir une intervention... Enfin, faire quelque chose, elles, qui ne soit pas imposé, quoi. S'approprier le truc et le faire à leur sauce, tel qu'elles pensent que c'est possible, ou bien, ou voilà. Mais... Non, parce que j'ai bien compris, c'est le problème que s'il y a trop de vacataires, après, on ne peut pas... Voilà. Et en corollaire, il y a une injonction de 25% de pro. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos IUT, mais nous, on commence à nous regarder nos taux d'encadrement pour nous dire, les heures comp, on va les diminuer sur les statutaires pour vous obliger à prendre des extérieurs. Mais des vrais pros, c'est-à-dire que pro d'anglais, ce n'est pas des vrais pros. Voilà, donc, mais c'est vraiment des injonctions budgétaires. Donc la pédagogie, je suis d'accord que le PN, c'est ce qui va rester. Mais là, dans mon quotidien perso, c'est que des aspects budgétaires. Hein. Enfin, je pense que c'est à peu près... Sur la question des statuts, je suis pas sûr, et ça reviendra sur les enseignants-chercheurs, je suis pas sûr que, de toute façon, quand on regarde l'avenir de l'université, à travers notamment les chaires de professeurs juniors, je suis pas sûr que l'avenir des maîtres de conf est très garanti, et je suis pas sûr que l'avenir ce soit à continuer à avoir des enseignants-chercheurs dans les IUT. Hein. Ou ailleurs, oui. Au niveau licence, on va dire. Merci en tous les cas pour ce débat qu'on savait brûlant. Hein. Parce que c'est très chaud. Alors, on avait prévu une pause, mais comme on n'a pas voulu interrompre les débats, d'accord, ce qu'on vous propose, c'est de chanter la pause, hein, parce que je sais que plusieurs d'entre nous ont des trains à 17h, donc on va essayer de tenir le timing de fin. Voilà.